Ce soir, en manchette, l'église de Masson-Angers est en vente. Bref, retour sur la journée de l'arbre à l'Ange-Gardien et le député Mathieu Ravignan dépose son projet de loi. Bonsoir, mon nom est Josiane Hardy, bienvenue à cette édition d'InfoMag. Mauvaise nouvelle pour débuter le bulletin aujourd'hui. Je vous mentionnais au mois d'octobre dernier que la paroisse Notre-Dame-des-Neiges avait besoin de 6 citoyens. L'église qui se situe à Masson-Angers essayait de trouver une solution pour régler certains problèmes et ainsi éviter la fermeture ou encore la vente de l'église. Malheureusement, les fonds amassés ne sont pas assez nombreux et le fonctionnement de l'église, notamment en électricité, coûte très cher. Une rencontre aura lieu le 7 juin prochain concernant la vente de l'église, opération qui pourrait prendre quelques mois. On espère, en mettant l'église en vente, pouvoir être en mesure de faire les frais jusqu'à ce que cette dernière soit vendue. De plus en plus d'églises se voient dans l'obligation de fermer boutique et d'être vendues. Père Albert Gosselin nous explique pourquoi la tenue d'une telle réunion. Bien, ce qu'on ne peut plus maintenant maintenir l'église. Le coût, les dépenses sont trop élevées pour les revenus. Du mois de janvier aller jusqu'au mois d'avril, on a un revenu de 20 000 à peu près. On a eu des dépenses de 29 000. Fait qu'on peut pas, le coussin, il amincit, il perd de l'air. Fait que, on va s'asseoir carrément sur le bois. Hein, alors, on n'a plus de coussin. Alors, puis on ne peut pas blâmer les gens parce qu'ils sont de moins en moins nombreux. Les gens qui étaient là, quand je regarde de mémoire, il y a beaucoup de personnes qui sont mortes ou encore déménagées dans des résidences de personnes âgées. Ce qui fait que le nombre diminue. Puis ces personnes qui sont mortes, ce sont celles qui payaient le plus aussi, qui payaient leur dîme. Et qui, les plus jeunes ont d'autres choses à payer que de payer pour l'Église, surtout qu'ils ne l'utilisent pas. Alors ils disent, ben, on va aller ailleurs. Tu sais. Même si l'Église ferme ses portes et se transforme en compagnie quelconque, on n'a qu'à penser à l'Église dans le secteur Roll qui s'est transformé en parcours d'escalade, où iront les fidèles. Malgré le fait qu'ils soient de moins en moins nombreux, que certains soient décédés, comme le mentionnait le Père Albert, il faut quand même un endroit pour se réunir et dire la parole de Dieu. Quelques options s'offrent présentement aux fidèles, encore une fois, Père Albert, qui tenait à rassurer les gens. Bien, même si on n'a pas d'église, la paroisse peut demeurer quand même. Alors, il s'agit de trouver un endroit où on peut se réunir pour échanger sur la parole de Dieu. Et cette paroisse-là, bien, cet endroit-là pourrait être facilement Bethel, par exemple, la maison qui est l'ancien presbytère, qui est juste tout près de l'église. Là, il y a une salle qui peut contenir une 60aine de personnes. C'est tout ce qu'on a, alors ça suffit. Puis je trouve que ce serait même plus familier. Au lieu d'avoir 20 bancs entre moi et puis le dernier paroissien qui est en arrière, bien, on serait tout proche. On aurait plus l'impression de dialoguer ensemble. Ce serait plus intéressant. Alors, de ça que la paroisse peut continuer encore quand même. Samedi dernier était la journée de l'arbre dans le cadre des Petites Folies angeloises. De nombreuses activités se sont déroulées de 10h30 à 14h30 au Parc des Arpents Verts dans le secteur de l'Ange-Gardien. Franc succès encore cette année, les gens présents ont pu profiter de structures gonflables, de mini-fermes, de maquillage et même se régaler grâce au barbecue qui était sur place. Les résidents de la municipalité de l'Ange-Gardien ont eu droit à un don d'un arbre et de fleurs pour embellir leur terrain. Je vous rappelle que l'activité est organisée en partenariat avec la municipalité de l'Ange-Gardien et le Carrefour culturel Estacade. Politique fédérale maintenant, une publicité faite pour le ministre de l'Emploi et du Développement social, Pierre Poilievre, fait jaser dans la sphère politique. C'est que des fonds publics auraient été utilisés pour réaliser la vidéo qui fait la promotion d'un programme d'aide à la famille du gouvernement conservateur. Réalisée par 3 personnes en temps supplémentaire, l'affaire soulève des questions sur l'utilisation des fonds publics. Le ministère de l'Emploi et du Développement social refuse de dire combien d'argent a été investi dans la vidéo filmée dans un marché aux puces, mais confirme que 3 fonctionnaires du ministère ont fait des heures supplémentaires à cette fin un dimanche. Piqué par cette publicité et l'utilisation des fonds publics, le député fédéral Mathieu Ravignan tenait à s'exprimer. Bien, tout à fait. Quand on regarde la publicité de ce gouvernement, c'est surtout de la publicité partisane. On parle de dépenses. Ils ont dépensé plus de 700 millions de dollars sur la publicité. Cette publicité-là, on la regarde, mais elle n'est pas utile, elle ne nous informe pas. Et puis, on voit que c'est à peu près à propos du branding du gouvernement conservateur. L'autoroute 50 était le théâtre d'un accident mortel en fin de semaine dernière. Un homme de 28 ans a perdu la vie lors de la collision qui s'est produite près de l'Ange-Gardien. À cet endroit, la section d'autoroute est séparée seulement par une bande rugueuse. C'est la fatigue qui serait responsable de l'accident.
La Sûreté du Québec a confirmé que le conducteur en faute, un père de famille qui était en compagnie de sa femme et de son enfant, se serait endormi au volant de son véhicule avant de dévier de sa route et provoquer la collision frontale. La SQ a d'ailleurs dévoilé l'identité de la victime. Il s'agit de Francis Rondeau-Lynch de Laval. Son décès avait été constaté dimanche à l'hôpital, mais son nom demeurait inconnu puisque les policiers devaient encore informer des membres de sa famille de la tragédie. L'homme et la femme dans l'autre véhicule ont été grièvement blessés, tandis que l'enfant s'en est sorti avec des blessures mineures. L'enquête est toujours en cours. On vous en parle depuis quelques temps déjà. Vous avez pu entendre des informations, notamment lors de l'émission Parole à l'élu réalisée avec le député fédéral Mathieu Ravignan. Le dossier des congés de maladie des fonctionnaires fédéraux est loin d'être terminé. Les deux parties ne s'entendent pas entre eux et les négociations seraient au point mort, comme nous l'explique M. Ravignan, qui est porte-parole de l'opposition pour le Conseil du Trésor. Bien, les négociations vont mal, c'est-à-dire que dans la mise en vigueur du budget, un projet de loi qui vise à sauver un peu d'argent, ils ont décidé d'enlever des bénéfices de congés de maladie aux fonctionnaires pour réduire le coût des dépenses de l'État de 900 millions, sauf qu'ils ont oublié de consulter les fonctionnaires. Ils ont aussi oublié que c'est en négociation et qu'ils brisent un contrat. Donc, les syndicats ont décidé que l'employeur est en train de négocier en mauvaise foi. Ils se sont retirés. Je ne les blâme pas. Malheureusement, la situation est très difficile avec ce gouvernement-là et les fonctionnaires. Je pense que les fonctionnaires ont le droit d'avoir un peu plus de respect que ça. Les soldats qui reviennent des pays en guerre souffrent très souvent de stress post-traumatique. Le tout a fait les nouvelles à quelques reprises. Rien n'est offert présentement pour leur donner un coup de main afin qu'ils tentent de surmonter ce stress, ce choc. Le député du Pontiac, Mathieu Ravignan, a déposé un projet de loi pour que les vétérans obtiennent de l'aide. Le processus en est au tout début, c'est-à-dire qu'il doit passer par les amendements et les lectures obligatoires au Parlement. M. Ravignan nous explique ce qu'on retrouve dans son projet de loi. Oui, bien, c'est un crédit d'impôt pour les vétérans qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique. Et puis, ça va leur permettre d'avoir un peu de répit à la fin de l'année. Malheureusement, c'est un syndrome qui n'est pas reconnu par Revenu Canada présentement. On veut leur donner un crédit d'impôt d'invalidité pour aider leur famille. C'est difficile de faire la transition entre, une situation de guerre et puis, une situation normale où on reprend notre vie. Il faut être là pour aider nos vétérans. Vous l'avez déposé, mais là, c'est pas adopté. Là, on parle d'une première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, c'est bien ça? Oui, c'est au tout début du processus. On verra si on va avoir le support de tous les partis. Pour moi, c'est pas une question partisane, cette question-là. On a des jeunes vétérans qui viennent, qui sont en difficulté de santé mentale. Il faut les aider au niveau financier. Mme Louise Boudria est conseillère municipale à la Ville de Gatineau. Elle est également à la tête de la commission Gatineau Ville en santé. Les citoyens seront consultés dans le cadre de l'élaboration du plan d'action pour le développement social, justement demain à Buckingham, le 20 mai. Voici donc en rediffusion l'entrevue avec Mme Boudria. Madame Louise Boudria, qui est présidente de la commission Gatineau Ville en santé. Bonsoir. Bonsoir. On est ici pour parler du plan d'action 2016-2018 de la politique de développement social. Mais j'aurais le goût de vous poser comme première question, qu'est-ce que le développement social? Qu'est-ce que le développement social? Vous savez, je vais peut-être commencer en entrée de jeu par dire le rôle d'une ville envers ses citoyens, ce n'est pas uniquement de paver des rues, puis de réparer des trottoirs, puis des nids de poules, puis tout ça. Et c'est là que vient qu'on a un rôle aussi social. Alors, de faire du développement social dans une municipalité, dans une ville comme Gatineau, c'est de donner la parole aux citoyens et de faire des actions et de mettre sur place des activités et des services qui vont venir améliorer la qualité de vie des citoyens. Alors, c'est ça de faire du développement social. Alors, qu'on parle, je peux vous donner un exemple d'association de quartier. Une association de quartier vient regrouper des gens et donne une voix aux citoyens. Et par la politique de développement social, si on veut justement leur donner cette voix-là pour que tout le monde puisse se faire entendre. Souvent, les gens ont l'impression qu'ils sont loin de la politique ou qu'ils sont loin de pouvoir faire des actions pour donner des messages. Alors, une politique de développement social va permettre à ces gens-là d'avoir cette voix-là. Alors, on va consulter les gens. Nous sommes où les gens sont.
alors dans leur communauté, dans leur quartier. Alors, c'est de développer un ensemble de services. On a choisi 6 orientations sur lesquelles on travaille et c'est de parler à ces gens-là, de valider quels sont leurs besoins et d'offrir les services qui répondent précisément aux besoins des citoyens. Ça va être la 2e édition, je vais dire ça comme ça, du plan d'action pour le développement social. Je veux qu'on fasse un petit historique. Est-ce que c'est une demande des citoyens de créer quelque chose comme ça? C'est oui une demande des citoyens qui vient peut-être par différents regroupements. Vous savez que le tout découle d'une commission qui est la commission Gatineau-Ville en santé, qui est la plus vieille commission à la ville de Gatineau, alors qui existait avant Gatineau, là, alors qui est issue de la ville de Hull. Et autour de la table de la commission Gatineau-Ville en santé, c'est un ensemble de partenaires. Alors, on va retrouver autant les gens du transport, de l'éducation, de la santé autour de cette table-là. Et c'est vraiment issu de cette table-là où on s'est dit, bon, il y a des besoins, il faut être plus près de la population, il faut être capable d'avoir une offre de service qui répond aux besoins des citoyens. Comment on va le faire? Et c'est là que les gens ont commencé à travailler à une politique. Mais c'est vraiment et avant tout, ce n'est pas uniquement issu de la ville de Gatineau. Là. Oui, on assure le leadership dans tout ça, mais c'est vraiment en travaillant avec l'ensemble des partenaires. C'est comme ça qu'on voit vraiment qu'on est capable de déterminer quels sont les besoins. Alors, il y a eu la première politique. Maintenant, on est rendu à en faire l'analyse pour voir à quoi on va répondre dans la 2e vague de cette politique-là. Et là, vous promenez partout sur le territoire de Gatineau, justement, pour aller voir les citoyens, aller voir les groupes, les regroupements, les associations. Vous allez être à Bois-de-Miam le 20 mai prochain. À quoi qu'on peut s'attendre comme réunion? Les gens, on leur présente, premièrement, la politique. Alors, on explique, là, en gros, la politique. On leur présente aussi des exemples de plein d'interventions qui ont été faites avec cette politique-là. On demande aux gens, est-ce que vous avez été témoin d'activités qui ont été faites dans le cadre de cette politique-là? Est-ce que pour vous, ça a eu un impact significatif, positif dans votre vie? Alors là, les gens ont la chance de s'exprimer, de dire, ben oui, on l'a vu, puis voici les côtés positifs. Les côtés négatifs aussi, parce que si on veut s'améliorer, c'est important de voir les 2 côtés. Alors, et tenter d'avoir la prochaine politique qui ressemble encore plus et qui est le plus près des gens. Et les gens ont le temps de s'exprimer. Il y a des tables rondes. Et même, j'invite, parce que souvent, des fois, c'est pas possible pour les gens. C'est une journée qu'on est ici à Buckingham. C'est pas toujours facile pour les gens de s'y rendre, mais par le site Internet, ils ont accès aux documents d'information. Ils ont aussi accès au cahier du participant. Il y a des questions précises. Ils peuvent répondre aux questions et envoyer le tout à la ville. L'importance de la mobilisation des gens, comme vous l'avez dit souvent, les gens ne se sentent pas interpellés, je suis loin de la politique. Mais là, je vous laisse la chance, je vous laisse le micro, si vous faites expression. L'importance de la mobilisation des gens dans un plan d'action comme ça. Écoutez, on vient faire la différence dans la vie des gens. Et c'est pour ça que c'est si important que ces gens-là s'impliquent. Parce que souvent, il y a des besoins qui sont spécifiques à certains quartiers. Ce n'est pas tous les quartiers de la grande ville de Gatineau qui ont les mêmes besoins, qui ont le même... On a fait un portrait des communautés où ça l'explique aussi dans chacune des communautés. On y retrouve quoi? On retrouve quel genre de personnes, quel genre de besoins. Alors, ces gens-là ont la chance d'exprimer ce qu'ils veulent et même de faire des actions parce que il y a du financement qui vient avec une politique. Alors, c'est intéressant aussi. Juste à titre d'exemple, l'an passé, c'est plus d'1 million de dollars qu'on a donné à 46 organismes sur le terrain. Et c'est des organismes qui voulaient mettre en place des services, qui voulaient faire des actions et qui avaient besoin de financement. Et la Ville de Gatineau, on est capable de les aider. C'est plus de 17 ou d'une douzaine, excusez-moi, d'associations de quartiers qui se sont créées. Des associations de quartier, là, c'est vraiment ce qui est le plus près des gens. Et nous, les conseillers municipaux, on est aussi très près de nos associations de quartier. Et c'est eux qui nous disent souvent c'est quoi les besoins du quartier, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, comment on peut participer. Alors, c'est tellement important d'entendre les citoyens sur ce qu'ils veulent, c'est quoi leurs attentes.
Les prochaines étapes, les gens qui vont se déplacer justement le 20 mai prochain, ils vont s'exprimer, vont exposer leurs faits. Les prochaines étapes, ils ne verront pas les résultats dans les prochains mois, là. Non, parce qu'on s'entend que c'est une politique qu'on dit pour 2016, parce qu'il y a beaucoup de travail fait. On ne consulte pas les citoyens que pour les consulter. On fait vraiment du travail avec ce qu'ils nous disent. Alors, toutes ces informations-là sont compilées. Il y a un rapport qui est fait. Et par la suite, tout ça est présenté parce qu'à la commission Gatineau-Ville en santé qui porte ce dossier-là, la commission va émettre une recommandation au conseil municipal et le conseil municipal doit adopter la nouvelle politique parce qu'avec il y a les citoyens qui sont consultés, il y a aussi les conseils municipaux qui font partie de tout ça. Et c'est avec cet ensemble d'informations-là qu'ils sont capables de mettre sur pied la nouvelle politique et ça doit être adopté par le conseil municipal. Par la suite, il y a un plan d'action qui découle et c'est là qu'on commence à voir les différentes actions qui découlent de ce plan-là. Très intéressant. L'invitation est lancée pour le 20 mai Absolument. prochain. Merci beaucoup, Mme Boudreau. Merci à vous. Bonjour et bienvenue à la chronique économique de cette semaine. Aujourd'hui, on rencontre Jean-François Guilbeault pour nous parler de son entreprise qui touche à l'immobilier. Quels sont les services offerts aux entreprises Guilbeault? C'est pas bien compliqué, un peu de tout ce qui touche à l'immobilier. Donc, on parle de la location, de la gestion de projet, on parle de la gestion immobilière, de la vente, bien sûr, dans le commercial, dans le résidentiel et ainsi que le développement de terrain, un peu à la grandeur du territoire de la ville de Gatineau, Cantley, Lange-Gardien. Puis, vous avez aussi, pour situer les gens un petit peu, quels développements qui ont été faits dans la Basse-Lièvre et les alentours? Récemment, on peut parler du domaine du hameau qui est à la sortie de Masson, situer les gens juste passer la rue qui mène à l'aréna. Donc, on a développé une trentaine de lots de semi-détachés dans ce coin-là, qui a plusieurs contracteurs maintenant qui bâtissent dans ce coin-là. On a aussi fait le domaine des sables, qui est dans l'Ange-Gardien, au bout du chemin des sables, bien sûr, qui fait le domaine des sables. Domaine Emeralda, qui est en partenariat avec d'autres hommes d'affaires de la région. Par contre, on a des phases à venir, on a plusieurs phases à venir dans ces projets-là. Pour l'instant, on se concentre à tout ce qui est en périphérie de Buckingham, Masson-Anjou. Si je ne me trompe pas, vous avez le poulailler là, qui a fait beaucoup jaser à Buckingham, sur l'avenue de Buckingham. Quels sont les projets à venir, les étapes? Comment ça s'est tout passé? Ça, et aussi, j'ai deux copropriétaires dans le poulailler. Oui, bien sûr, le poulailler que tout le monde a parlé, qui est un sujet qui était chaud, qui est encore chaud, je vous dirais. On a un projet de construction qui s'en vient. On va déposer nos plans à la municipalité dans les semaines qui suivent. On a des rencontres là-dessus fréquemment. Il y a aussi le remplissage du fameux trou qui va débuter dès que le half-load, si vous voulez, pour les camions va être terminé, donc à la fin mai. Donc, les gens vont voir qu'il y a de l'avancement, que ça bouge, qu'on prend ça en main. Ça a été un petit peu plus lent que prévu. Il y a des projets qui ont tombé à l'eau, donc il fallait qu'on se revire d'abord, ce qu'on a fait. Puis maintenant, on a décidé d'aller de l'avant avec la construction. Mais d'où vous est venue l'idée d'acheter le poulailler, là? Est-ce qu'il y avait des projets en tête en lien avec ça? D'où c'est venu toute cette idée-là? Il n'y avait pas vraiment d'idée au départ. Au départ, c'était de... Nous, on travaille bien gros pour revitaliser l'Est de la ville. Nous, on a des projets un peu partout. Notre cœur est un petit peu dans l'Est. On aime bien... C'est notre patelin, on est né ici, donc on veut que ça soit beau. C'était un peu l'épine. Il y avait une épine dans le pied de la municipalité. On voyait que ça ne marchait pas de ce côté-là. On a décidé de s'impliquer. On s'implique de plusieurs façons dans l'Est de la ville. Donc ça, c'était une façon pour nous de montrer qu'on tenait à cœur notre ville. Ce qu'on va faire pour revitaliser ça. Puis finalement, qu'est-ce qui sont les projets là, qui sont à venir pour les entreprises Guilbeault? Là, comme vous avez expliqué, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs domaines qui se sont développés. Mais là, pour 2015, qu'est-ce qu'on prévoit? D'ici fin 2015, je suis sûr que les gens qui ont passé sur la rue Georges, ils ont vu un début de déboisement. On appelle le domaine de l'Éden. On va avoir 144 lots qu'on va développer là cette année. Donc, on est très fiers. Là, ça l'arrive sous peu. Ça faisait plusieurs années qu'on travaillait là-dessus. Copropriétaire dans ces terrains-là avec les constructions de la Véranderie qui vont être le contracteur de l'heure dans ce projet-là. Donc, on est très fiers de ça et on a hâte de l'ouvrir aussi. Donc, si je comprends bien, la copropriété se fait en lien seulement avec les terrains pour les constructions de la Véranderie. Est-ce que c'est bien ça?
Exactement. Le partenariat se fait pour les terrains. La construction, c'est complètement une filière à part, si on peut dire, qui est appartenue par Marc Landry et Pierre Lake. Donc, nous, de notre côté, notre affiliation, c'est vraiment pour les terrains. C'est l'heure du culturel avec Jessie. Jessie, bonsoir. Bonsoir. Et là, on débute ça avec un spectacle. Oui, un spectacle à la Salle des Jardins qui se déroule ce vendredi. En fait, c'est une histoire d'amitié qui perdure depuis la garderie. Deux jeunes femmes, dont une étudie à l'école secondaire Henri-Dance-Gamelin. Il s'agit de Lucie Robichaud et son amie Véronique Pellerin, qui, elle, étudie au Collège Saint-Joseph. Depuis quelques années, ils font le relais pour la vie ensemble. Ils ont décidé cette année d'organiser une campagne de financement pour ramasser des fonds pour cet événement. Ça a commencé avec un souper spaghetti qui s'est déroulé cet hiver où ils ont ramassé 3 500 $, ce qui va permettre de payer la salle, dans le fond, pour vendredi soir. Et durant l'hiver, ils ont également tenu des auditions pour permettre à des jeunes de présenter différents numéros. Et ce qu'elles voulaient, c'est vraiment un spectacle diversifié, donc chant, violon, danse. Les deux jeunes femmes feront également des duos, mais pas ensemble, ils les font séparés. Et donc, Geoffrey Lemieux va être là d'un air de famille parce qu'ils ont ouvert les auditions à tout l'Outaouais. Donc, c'est pas juste des jeunes d'Henri-Dance-Gamelin, même si on retrouve Jessica Levasseur-Tech qui a gagné la finale locale de secondaire en spectacle à Henri-Dance-Gamelin, qui a représenté son école finalement à la finale régionale où elle a eu plusieurs mentions également. Et deux jeunes qui feront les animations aussi. Il s'agit d'Angélique Archambault et Rose-Marie Soucy. Elles aussi, elles vont à l'école Henri-Dance-Gamelin. Et donc, pendant la soirée aussi, il va être possible de gagner des billets pour Stéphane Rousseau. C'est une autre campagne de financement, c'est un tirage. Stéphane Rousseau qui sera à la Maison de la Culture en juin. Donc, une belle soirée qui promet deux jeunes qui ont ils ont mis beaucoup d'efforts là-dedans. Et c'est vraiment, là, c'est pas un projet scolaire, c'est vraiment un projet personnel qui leur tient à cœur. Les billets sont en vente au coût de 10 $ le soir même. Le spectacle a lieu vendredi à la Salle des Jardins à 19h30. Excellent, on va les encourager. Et là, on poursuit une nouveauté, un parcours d'art. Ça, je suis curieuse. Oui, en fait, c'est la première fois que ça se déroule. Les gens auront la chance ce dimanche de midi à 5 h de voir 9 artistes dans 5 endroits différents. Et ça commence à la Galerie d'art Fontaine Art. On le sait, Diane Fontaine, qui est reconnue internationalement, a lancé sa galerie récemment, au mois de mars. Et en fin de semaine, en plus, elle présentait les œuvres de Yvon Saint-Aubin. Donc, les deux artistes seront présents pour montrer leur création. Yvon Saint-Aubin, qui est un paysagiste coloriste, et lui, il sera là également du 21 au 24. Et ensuite, après avoir visité la galerie de Diane Fontaine, on se déplace à la librairie Rosemary, où on retrouvera Cibo, quelques-unes de ses toiles, mais aussi plusieurs articles en papeterie, car on le sait, Cibo a fait des calendriers, des agendas, des tasses, beaucoup d'objets qu'elle décore. Et ensuite, on se déroule au Café des artistes de la Lièvre, où on retrouve évidemment Jackie Cléroux, qui est là tout le mois de mai, qui rend hommage finalement aux Autochtones avec son exposition. Sa particularité, toutes ses œuvres sont faites sur des toiles en cuir. Et aussi, on va retrouver lors de ce dimanche, on va retrouver aussi la peintre Danielle Lauzon et Christine Nengoy qui vont être là au Café des artistes. Aussi, après ça, on se déplace au Café Bourgeois où on retrouve Sylvie Marangère. Et on finit finalement le parcours à l'Ange Gardien à la salle municipale où on retrouve Louise Cormier et le sculpteur sur pierre André Guindon. Donc, c'est une première, mais c'est certainement pas la dernière. Et c'est une belle après-midi pour les amateurs d'art visuel. Excellent. Et là, on s'en va au Café des artistes. Oui, en fait, on a l'exposition de Jackie Cléroux, comme je vous disais, qui se déroule jusqu'à la fin du mois de mai. Mais on a également un spectacle ce vendredi, grosse fin de semaine, John Fueco and Blues, qui revient en supplémentaire. C'est plusieurs artistes qui se réunissent, qui proposent une expérience musicale qui sort de l'ordinaire. On retrouve en fait John, qui est auteur-compositeur, Lucie Dion, vocaliste extraordinaire, Alain Cadieux, qui est guitariste, et on a Parker à la batterie. Et ils proposent un spectacle imprégné d'émotions, mais qui déchire la place en même temps. Ça se déroule le vendredi à 20h30. Les billets sont au coût de 15 $ et sont disponibles à la librairie Rosemary. Là, tu nous parles du Cercle des fermières qui ont fait quelque chose d'original. Oui, en fait, les Cercles des fermières du Québec fêtent leurs 100 ans cette année. Ils ont décidé de faire des graffitis. Et ça consiste en fait à décorer des arbres avec des textiles ou différents tissus pour permettre aux gens après de les réutiliser et d'en faire d'autres œuvres.
Et Boquiam a adhéré au mouvement. Le Cercle de fermières de Boquiam, qui fête d'ailleurs cette année, c'est 73 ans, c'est quand même pas rien. Et ils ont décidé de le faire au centre de service de Boquiam, pas loin ici. Donc, si vous voyez ça, à Masson aussi, ils l'ont fait récemment. Et c'est vraiment un mouvement là, provincial qui se déroule. En même temps, ils en ont profité pour faire le lancement où une quarantaine de personnes étaient présentes. Ils avaient également des tables qui montraient de l'artisanat et ces œuvres étaient créées par les grands-mères et arrière-grands-mères des membres du Cercle de fermières. Ils ont aussi droit à un spectacle de magicien. Et donc, c'est possible de voir les œuvres au centre de service de Boquiam. Excellent. Là, tu nous as agacé la semaine passée en parlant de Boquiam en fête et une entrevue avec Patrick Bourgeois. Donc, on est rendu là. Et oui, on est rendu là. Une première des choses, Boquiam en fête, ça se déroule cette année sous un chapiteau sur le pont Brady. C'est un Boquiam en fête renouvelé. Il reste 51 jours avant le premier spectacle qui sera quand. Il faudra attendre au vendredi pour voir les bébés. Et oui, Patrick Bourgeois, que j'ai eu la chance d'interviewer, qui, en fait, pour lui, c'est vraiment un trip de revenir en Outaouais parce qu'il disait que chaque fois qu'ils sont venus en Outaouais, les gars, ça a beaucoup bien marché, très fonctionné. La foule est toujours très encline à les voir. Ça marche beaucoup. Et pour lui, c'est pas juste les bébés qui seront sur scène. On va y avoir plusieurs autres artistes. Il m'expliquait qu'en fait, ce sont les artistes qui l'approchaient et qui disaient qu'ils aimaient beaucoup jouer leurs chansons. Fait que les bébés ont proposé aux artistes, en fait 22 artistes, mais ils ne seront pas tous là à Boquiam en fête. Ils changent selon les disponibilités. À Boquiam en fête, on aura Véronique Claveau, Nadja, et la façon que ça fonctionne, c'est que l'artiste chante une chanson des bébés et ensuite les bébés chantent une chanson des artistes. Donc un spectacle unique qui va, comme Antoine Gratton va être là aussi comme basiste. Lui, il fait la tournée tout le Québec. Avec les bébés, également Elisabeth Blouin-Brathwaite qui va être à la batterie tout l'été également. Et aussi, on a une particularité à Boquiam en fête. Il s'agit de Simon Portelance qui va monter sur la scène. Et en fait, les bébés ont lancé un concours via leur page Facebook. Les gens étaient appelés à montrer un extrait de leur chanson qui chantait des bébés. Et puis, il y a 3 gagnants au Québec, dont Simon Portelance, qui va monter sur la scène à Boquiam en fête. C'est une primeur, dans le fond, en Outaouais. Et donc, toute une soirée également, père et fils seront sur scène parce que le fils de Patrick Bourgeois, Ludovic, est également un chanteur, fait partie d'un groupe même qui est You and I. Et la semaine dernière, il était à New York pour promouvoir son groupe. Donc, ils vont interpréter quelques covers ensemble, père et fils. Donc, une soirée à pas manquer, mais également Boquiam en fête, c'est plus que ça. C'est aussi Tafé Fanga, Alpha Coco, Cain, comme je vous l'ai dit tantôt. On a le volet programmation enfants, c'est certain, avec les petites tounes et cailloux, ainsi que plusieurs autres activités. Et on a le volet Gatineau en or qui se déroule à l'église Saint-Grégoire de Nazianze pendant toute la durée du festival, où une quarantaine d'artistes seront là. Des chevalets seront mis à la disposition des gens pour sortir l'aspect créatif qu'ils ont en eux. Donc, à ne pas manquer pour les informations, boquiamenfête.ca. Excellent, merci beaucoup, Jessie. Merci. Je vous remercie d'avoir été des noms. Je vous rappelle, vous pouvez toujours aller sur le site Internet de la TVC au www.tvc.qc.ca ou encore via la page Facebook pour voir des extraits des émissions, les émissions dans leur entièreté, si je peux dire ça comme ça. Donc, je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se reparle jeudi prochain. Passez une bonne soirée.